c'est ça que vous appelez discours officiel. Bon, libre à vous, mais je parle avec mon cœur parce que nous vivons une situation qui ne peut laisser personne indifférent, ni ceux qui dirigent, ni nous qui ne sommes pas dans la sphère de direction, mais qui y sommes aussi, puisque je suis député de la majorité, donc forcément, il doit y avoir des mots qui peuvent se recouper. Maintenant, il ne m'appartient pas de juger de performance d'un ministre, fût-il ou fût-elle membre du parti politique que je dirige. C'est au Premier ministre que vous devez poser ce genre de questions pour savoir comment est coté le ministre qui est en charge des relations avec le Parlement, qui vient effectivement de mon parti. À ma connaissance, je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez voulu que ce ministre fasse, à part encadrer les relations entre ses collègues et l'Assemblée nationale, ainsi que le Sénat. Quel est le rôle dans l'ordonnance qui fixe les attributions des ministères? Je ne vois pas d'autres attributions qui lui permettraient d'aller s'exprimer comme je le fais moi comme député ou comme le ferait un ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Communication, des Finances, sur des matières précises qui les concernent. Dès le moment où la ministre des Relations avec le Parlement encadre les relations entre ses collègues du gouvernement et l'Assemblée nationale et le Sénat, elle accomplit correctement sa tâche. Nous n'avons pas à la juger en comparant son activité avec l'activité d'autres ministres dont les compétences sont hautes ou autrement définies dans l'ordonnance qui fixe les attributions des ministères. La question de Cédric concernant la visite du président Emmanuel Macron à Kinshasa, je pense que vous avez répondu vous-même partiellement à la question que vous posez en demandant si ce n'est pas une façon de garder la main en Afrique, parce que pour un président français, et je l'ai dit il y a quelques années concernant un de ses prédécesseurs, le président Hollande, lors d'un sommet de la francophonie où il prétendait ne pas venir à Kinshasa, j'ai dit qu'il allait se tirer une balle au pied parce qu'ignorer le plus grand pays francophone du monde, ça serait suicider la francophonie. Et donc, même en dehors des problèmes qu'ils connaissent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, peut-être au Tchad et ailleurs, la France ne peut pas se passer de la République démocratique du Congo si tant est qu'elle veut faire survivre l'idéal de la francophonie. Et c'est d'ailleurs une question que nous nous posons et qu'il serait bon que vous posiez à Monsieur le Président Emmanuel Macron de savoir quelle est l'idée qu'il avait en tête de confier ou de se battre pour confier le secrétariat général de la francophonie ou la gestion de cette instance de la francophonie à une personnalité d'un pays membre du Commonwealth, où le français a cessé d'être la langue officielle au détriment d'un pays comme la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays francophone au monde, plus que même la France. Donc, si c'est pour corriger de telles erreurs, c'est tout à fait normal, de son point de vue, mais nous n'avons à juger la France que par rapport à nos problèmes. Quel est le degré de solidarité de la France vis-à-vis de la République démocratique du Congo? J'estime personnellement que ce degré de solidarité est insuffisant parce qu'on ne peut pas en même temps dire que nous sommes victimes d'une agression extérieure comparable en fait à l'agression russe sur l'Ukraine et dépenser tout ce que nous voyons qui est dépensé par les pays européens, dont la France, en faveur de l'Ukraine, et ne rien faire en faveur de la République démocratique du Congo, même pas une condamnation. Ça s'arrête simplement, je l'ai dit dans mon texte, à des déclamations plus ou moins futiles des rudiments du droit international. La non-immixtion dans les affaires intérieures d'un autre État, etc. Ce n'est pas avec ça
qu'on fera lever le pied à M. Kagame en République démocratique du Congo. Ça, nous le disons et nous espérons que le discours de M. Macron va évoluer vers la condamnation du mal. Il faut désigner le mal par son nom. Il ne suffit plus de dire qu'on est compatissant à l'égard du peuple congolais. Dès lors que le mal est identifié, il faut le condamner. Et nous attendons de la France qu'elle condamne de manière claire et sans ambiguïté le Rwanda dans l'agression qu'il a décidé d'entreprendre contre la République démocratique du Congo. À défaut, nous estimons que les autorités gouvernementales congolaises devraient envisager d'autres situations, c'est-à-dire éventuellement revisiter nos relations avec la France et avec l'espace francophone dans son ensemble. Pourquoi pas? Mais ça, c'est au gouvernement à prendre ses positions. Nous ne pouvons que suggérer et les décisions doivent être prises par ceux qui en ont la décision. Si Léon Isako nous a parlé de la complicité de Macron, je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'il n'y a pas de condamnation. Lorsque vous ne condamnez pas un mal qui est en train d'être perpétré, vous devez être considéré comme complice de ce mal. C'est tout à fait normal. Vous dites qu'il y a le parti UDPS qui mobilise et vous demandez ce qu'il en est de mon parti. Je peux vous répondre comme responsable de la CCU, nous n'allons pas mobiliser pour accueillir Macron. C'est une visite d'État, ok, il vient, il va parler avec le président. Nous souhaitons que le président lui dise certaines choses, mais vous ne verrez pas un drapeau de la CCU dans cette mobilisation pour accueillir quelqu'un qui ne condamne pas ce que le Rwanda est en train de faire. Mais nous comptons sur le président Tshisekedi pour lui dire les vérités que nous souhaitons qu'elles soient dites d'État à État. Ça, c'est important. Merci. Alors, vous dites aussi que est-ce que l'État congolais devrait d'abord mobiliser au lieu d'organiser des élections? Je vous répondrai que à cette question, il faut tenir compte du fait que nous sommes une jeune démocratie qui a besoin de consolider sa structuration. C'est un choix que notre peuple a fait et que il y a une province ou deux, on va dire, qui sont aujourd'hui sous état de siège, qui ne sont pas entièrement occupées par les agresseurs. Nous venons d'assister à une élection qui vient de se terminer dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, où il y a aussi des agressions avec les Boko Haram et tout ça. Ils ont pu organiser des élections sur plusieurs milliers de bureaux. On a eu, je pense, quelques centaines qui n'ont pas pu ouvrir à cause de l'insécurité. Il est possible que dans certains espaces de notre pays, si l'occupation rwandaise demeure, il est possible qu'à Bunagana, il n'y ait pas d'élection et que les gens de Bunagana soient obligés de venir à Goma pour voter. Ou que les gens de telle ou telle autre entité territoriale soient obligés de voter en dehors de leur entité territoriale. Mais dire qu'à cause de cette insécurité qui règne dans cette partie, nous devrions arrêter la respiration démocratique de nos institutions, ça serait quelque part faire un cadeau à nos agresseurs. Parce que la nature démocratique de la République démocratique du Congo fait toute la différence par rapport à cette engeance qui est au pouvoir à Kigali aujourd'hui, qui n'a jamais organisé d'élection démocratique. Parce qu'une élection avec des résultats de 99,9%, où tout le monde n'est pas libre de présenter sa candidature, c'est tout sauf démocratique. Donc nous devons capitaliser sur cette disposition que notre peuple a décidé de se doter d'institutions démocratiques autant que possible. La majeure partie du pays
n'est pas occupé, et donc les élections peuvent être organisées dans les parties qui ne sont pas occupées, même dans la province du Nord Kivu. La quatrième question est celle dans laquelle on accuse le régime Kabila qui a été responsable de certains accords, on dit avec le M23. Je ne sais pas, il y a eu des accords avec les groupes armés, parmi lesquels le M23. Et il y a eu des accords avec des pays voisins auprès desquels ces groupes armés trouvaient refuge, notamment le Rwanda, notamment l'Ouganda. Mais fondamentalement, la situation de 2009 à laquelle vous faites allusion a connu une évolution extrêmement importante en 2013. Le M23 a été militairement défait. Il n'y avait plus de M23. Ça n'existait plus. Donc, vous parlez d'une situation qui, en réalité, n'existait plus en 2013. Maintenant, le Rwanda a inventé ce concept du M23 qui, en réalité, sert à habiller des unités spéciales de l'armée rwandaise que l'on appelle M23, avec quelques Congolais, bien sûr. Hein, je ne pense pas qu'ils sont même 20 ou 25% parmi ces troupes que l'on appelle M23. C'est l'armée rwandaise qui est en opération dans notre pays. Et donc, je pense que le M23 ayant été défait en 2013, la situation de 2009 ne peut plus être remise sur la table pour qu'on puisse demander des comptes à un gouvernement qui a cessé d'exercer d'ailleurs ses activités depuis fin 2018. Vous parlez également de prisonniers politiques. Vous avez cité quelques noms. J'ai pour ma part une définition du prisonnier politique. Le prisonnier politique, c'est une personne qui est mise en détention à cause des idées ou des projets politiques qu'il a pu émettre. Mais si un homme politique comme moi pose un acte qui porte atteinte au droit commun, si je vole la montre de quelqu'un, si je viole une femme, si je détruis un bien d'autrui et que l'on m'arrête, va-t-on me définir comme prisonnier politique? Non, je ne crois pas. Je suis simplement un politicien qui fait de la prison pour avoir attenté au droit commun. Donc, ce sont des prisonniers de droit commun. Je ne pense pas qu'il s'agit des gens qui sont là-bas parce qu'on voudrait sanctionner leurs opinions. Sinon, beaucoup de gens, même parmi vous ici, seraient en prison. Si c'est les opinions qu'on devrait sanctionner. Donc, ce n'est pas les opinions, parce qu'il faut comprendre qu'être acteur politique ne vous met pas à l'abri de la sanction pénale lorsque vous violez le droit commun. C'est la confusion que beaucoup de gens font. On est en politique, donc on peut faire tout et se mettre à l'abri comme ça de la sanction pénale. Non. Mais il s'agit, je ne connais pas de gens qui sont en prison à cause de leurs opinions. En cela, on peut dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques comme tel. La question de notre ami de la 10e rue, adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC, erreur diplomatique, je dirais immédiatement non. Ce n'est pas une erreur diplomatique. Nous sommes un pays qui se trouve au carrefour entre plusieurs Afriques. L'Afrique des Grands Lacs, c'est-à-dire l'East African Community, l'Afrique australe, l'Afrique centrale. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose que de chercher à mutualiser la recherche des solutions à nos problèmes de développement, à nos problèmes d'émergence. Ce n'est pas seulement pour des questions de sécurité que la République démocratique du Congo a adhéré
à l'East African Community ou à la SADC ou à la CEAC. Non, pas du tout. Il y a aussi des aspects économiques, il y a aussi des aspects sociaux, il y a des pans entiers du territoire congolais qui sont ouverts sur l'Afrique de l'Est, tout comme il y en a d'autres qui sont ouverts sur l'Afrique australe, tout comme il y en a d'autres qui sont ouverts sur l'Afrique centrale. Donc, cette position au carrefour qui a fait dire à Frantz Fanon que le Congo était la gâchette du revolver Afrique nous place dans l'obligation d'être présents dans toutes ces organisations régionales. Maintenant, nous ne pouvons pas être comptables de la capacité à la vertu de ceux qui dirigent certains de ces pays. Et je dois vous dire que nos relations avec le peuple rwandais ne doivent pas souffrir du brigandage du régime qui a mis le grappin sur le Rwanda depuis 1994. Et j'ai insisté ici, de manière non démocratique. C'est non démocratiquement que ce régime est au pouvoir au Rwanda. Si on posait la question aux Rwandais aujourd'hui, démocratiquement, par une élection libre, je serais étonné que ce régime puisse rester au pouvoir. Donc il faut faire la part des choses entre les peuples et des groupes qui arrivent à la tête de certains États de manière non démocratique. Donc il ne faut pas prendre cette posture tout à fait événementielle, tout à fait ponctuelle de la présence à la tête du Rwanda d'un réseau de malfaiteurs pour juger de nos relations avec un pays comme le Rwanda ou de notre appartenance à un ensemble régional auquel appartiendrait le peuple rwandais. Donc ce n'est pas une erreur diplomatique, mais ce n'est pas une réussite. Parce que par les troupes du Kenya, les autres troupes, parce que c'est seulement les troupes rwandaises que nous avons refusées, nous avons accepté que les troupes tanzaniennes viennent. C'est l'East African Community. Nous avons accepté que les troupes burundaises viennent. C'est l'East African Community. Nous avons accepté que les troupes sud-soudanaises viennent. Les Ougandais sont là dans un autre contexte avec la lutte contre leurs propres rebelles des ADF. Mais on assiste à un déploiement qui n'est pas encore effectif parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le financement pour ce déploiement. Donc ce sont des mécanismes qui tardent à se mettre en place et il faut peut-être y suppléer en faisant recours à ceux qui peuvent ne pas être l'objet de ces restrictions comme la SADC. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'envisager que la SADC puisse être appelée également à venir, puisque dans un passé récent, nous avons vu les prouesses, les performances de la brigade internationale qui avait été créée au sein de la force MONUSCO par les États membres de la SADC, parce que nous étions membres de la SADC. Voilà. Mais je ne dirais pas aussi que la force EAC a rallié le M23, non. Je dirais que la force EAC est faible devant le M23. Mais rallié, non. Je ne pense pas qu'ils aient rallié le M23. Ça, c'est un peu exagéré. Mais elle est faible devant le M23 parce qu'elle n'a pas encore fini tout son déploiement et que sa communication est assez problématique jusqu'à aujourd'hui. Espérons qu'à la fin de l'exercice, nous aurons une communication beaucoup plus claire et qu'il y aura une clarté dans la communication du commandement de cette force de l'EAC. Querelle futile sur les élections qui vont arriver dans les mois qui viennent pour nous concentrer sur le péril qui est en la demeure. Donc, moi, je situe cette initiative au niveau du chef de l'État qui a déjà fait la moitié du chemin parce que je me souviens même lorsqu'il a créé l'Union sacrée que nous tous nous y sommes venus, ou la plupart d'entre nous,
C'était un peu dans cet esprit-là. Or, aujourd'hui, avec l'agression, plus que jamais, un tel schéma est d'utilité publique. Et donc, j'invite le président de la République à pouvoir aller jusqu'au bout de cette initiative qu'il a prise en d'autres temps, en 2020, et qui devient beaucoup plus utile aujourd'hui que le pays se trouve sous les fourches caudines d'une agression extérieure. Le président a dit que la guerre risque d'hypothéquer les élections. Et moi, j'estime que le choix démocratique, du système démocratique que nous avons fait, ne devrait pas souffrir de l'occupation des localités, de certaines localités du Nord Kivu par les Rwandais et le M23, et j'ai donné l'exemple du Nigeria. Je n'ai pas l'impression que je dis autre chose que ce que le président a dit, parce qu'il n'a pas annoncé que la guerre avait hypothéqué les élections. Il a dit que la guerre risque d'hypothéquer les élections. Nous parlons français. Il y a un risque. C'est-à-dire que si on ne prend garde, si on ne fait rien pour arrêter le délire de l'agresseur, le risque est sérieux que les élections soient hypothéquées. Personne d'entre nous ne le souhaite. Mais à aucun moment, je n'ai entendu le président annoncer que, à son point de vue, nous étions déjà dans ce schéma-là. Je pense que dans l'analyse des propos du président, on peut comprendre que c'est un appel à ceux dont le silence encourage la principauté militaire qui nous fait la guerre depuis Kigali, à rompre avec ce silence-là, parce que ce sont les mêmes qui sont habitués à faire des reproches à un pays comme le nôtre au moindre retard pris par le calendrier politique en termes d'organisation des élections. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le président n'a pas dit que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui a eu comme conséquence d'hypothéquer l'organisation des élections. D'ailleurs, pour votre gouverne, on est en train d'enrôler les électeurs au Nord Kivu, dans l'épicentre même de cette guerre. On est en train d'enrôler des gens dans les camps de réfugiés. Donc si la situation reste telle qu'elle est, comme nous l'avons analysé aujourd'hui, les élections auront bel et bien lieu. Le président n'a pas dit autre chose. Mais dire qu'il y a un risque, c'est parce que nous ne sentons pas une volonté de la part de ceux qui, par leur silence, encouragent l'agresseur à adopter une autre attitude qui pourrait l'amener à avoir une attitude beaucoup plus conforme au droit international, et ce qui pourrait aggraver la situation et amener à une évolution qui pourrait hypothéquer justement l'organisation des élections. Mais on n'en est pas encore là, sinon le président l'aurait dit. La question de M. Mungu Tchaba, la santé diplomatique du pays, j'avais commencé par là, en saluant le fait qu'aujourd'hui, nous avons été élus comme République démocratique du Congo, membre non permanent du Conseil de sécurité pour l'exercice 2024. C'est un succès diplomatique, on ne peut pas appeler ça autrement. C'est un succès diplomatique. Nous allons représenter l'Afrique avec, je pense, un ou deux autres États au sein des Nations Unies. Vous savez, les pouvoirs du Conseil de sécurité sont importants, énormes. C'est la seule instance des Nations Unies qui prend des décisions exécutoires. L'Assemblée générale prend des décisions qui ne sont pas obligatoires. Mais le Conseil de sécurité prend des décisions qui obligent les États membres. Et nous allons siéger au Conseil de sécurité. Ce n'est pas pour faire plaisir à ceux qui ont voulu nous considérer un peu comme leur arrière-cour.
Donc c'est un succès diplomatique et on le doit au président de la République. Pourquoi ne pas le dire? Ça fait 33 ans que nous n'avons plus eu cet honneur-là. 33 ans, c'est énorme, c'est beaucoup. Aujourd'hui, nous y sommes et donc il faut saluer cela. Et puis vous voulez m'amener dans le secteur des sports que je ne maîtrise pas très bien, où vous parlez de l'agression sportive, la fermeture des stades, des équipes qui sont appelées à jouer à l'extérieur. J'ai cru comprendre qu'il y a eu un arrangement avec la CAF, qu'on va peut-être aller jouer à Lubumbashi. Il y a un stade qui remplit les conditions à Lubumbashi, d'après ce que j'ai compris. Donc Lubumbashi, ce n'est pas l'extérieur. Lubumbashi, c'est la République démocratique du Congo. Mais en même temps, il faut mettre les stades de la capitale aux normes. C'est la moindre des choses qu'il faut souhaiter. Il faut que les autorités congolaises mettent nos stades, nous en avons beaucoup dans cette ville, aux normes qui sont requises aussi bien par la CAF que par la FIFA. Et donc, l'interpellation du ministre des Sports est tout à fait justifiée, mais on n'interpelle pas un ministre pendant les vacances parlementaires. Hein? Excusez du peu, il faut que le Parlement soit en session. Je pense qu'au mois de... à la mi-mars, bientôt, le Parlement rentrera en session. Et je pense qu'il y aura certainement des questions qui seront posées à ce ministre en ce qui concerne la situation de nos stades qui sont en décrépitude au point qu'elles ont été jugées non conformes pour recevoir des compétitions obligeant nos sportifs à aller soit à l'étranger, soit à se délocaliser vers Lubumbashi. M. Jean-Pierre Kayembe nous a ramené sur la question de l'EAC et de la SADC. La nature de l'agression que nous subissons, j'ai dit que c'est une agression qui avait en même temps des souches internes, mais surtout des souches internationales. Et donc, si aujourd'hui l'agresseur rwandais trouve un prétexte pour ses incursions en République démocratique du Congo, que ce soit en 1996 avec l'AFDL, que ce soit en 1998 avec le RCD Goma, que ce soit en 2008 avec le CNDP, que ce soit aujourd'hui avec le M23 de nouveau, que ce soit avant cela avec le même M23, c'est parce que sous la pression de la communauté internationale, notre pays avait été contraint d'ouvrir ses frontières à des réfugiés rwandais qui sont venus avec armes et bagages en République démocratique du Congo. Je me souviens de la position du gouvernement de M. Kengo, qui avait dans un premier temps refusé, avant d'être convoqué à Paris, plutôt à Nice par le président Mobutu, mis sous pression par la France, la même France, dont le président vient nous visiter, pour dire « vous devez ouvrir la frontière et recevoir ces réfugiés, même sans contrôle ». Donc la communauté internationale a une responsabilité dans ce prétexte de l'agression. Et donc nous sommes fondés à chercher aussi des solutions qui impliquent la même communauté internationale. Nous ne devons pas avoir honte. Lorsque le mal est venu de ce côté-là, il n'est pas exclu que nous cherchions aussi des solutions auprès de ceux par qui le mal est venu, la fameuse communauté internationale. J'ai parlé de la SADC parce que nous avons eu au niveau de la MONUSCO une brigade internationale composée essentiellement d'éléments de la SADC et qui, ensemble avec les FARDC, ont eu un comportement extrêmement performant vis-à-vis des
groupes armés qui endeuillent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo, il n'est pas mauvais de faire appel à cette expérience-là parce qu'elle est avérée. Elle a déjà eu lieu. Donc il n'est pas à négliger. La polémique en ce qui concerne les contrats sino-congolais, je pense que l'inspecteur général des finances avait interpellé les autorités chinoises. Ce sont les Chinois qui ont été mis sur la sellette. On a posé la question aux Chinois de respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de la République démocratique du Congo. À la fin de l'exercice, l'inspection générale des finances, dont c'est le travail, se rend compte qu'ils ont au contraire accumulé les bénéfices de cet accord au-delà de ce qui a été convenu entre les deux parties, c'est-à-dire la RDC et le groupe des entreprises chinoises, et la République démocratique du Congo n'a eu que la portion congrue. C'est le rôle de l'inspecteur général des finances de poser cette question. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que des acteurs congolais réagissent à cette interpellation de l'inspecteur général des finances. C'est à la partie chinoise à nous expliquer, parce que c'est avec la Chine que la République démocratique du Congo a conclu cet accord. Il appartient à la Chine de nous expliquer comment il se fait qu'aujourd'hui, elle se trouve pratiquement la seule à bénéficier d'un accord qu'au départ, nous voulions tous gagnant-gagnant. Et donc, nous attendons de la Chine que cette réponse nous vienne. Ce n'est pas un débat entre Congolais, c'est un débat entre la République de Chine, populaire de Chine, et la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'en pense. Donc, il y a des polémiques dont nous pouvons nous passer. L'inspection générale des finances a fait son travail. Quant aux propos qui sont attribués à M. Corneille Nangaa, de deal pour faire passer le président Tshisekedi, j'ai lu ça, je n'ai pas cru moi-même, vous me direz si c'est vrai, mais si cela est vrai, quelqu'un qui s'est comporté de cette façon-là devrait en répondre devant les cours et tribunaux, lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? S'il reconnaît lui-même d'avoir manipulé le processus électoral dont il avait la charge, il doit en répondre devant les cours et tribunaux. J'ai mis ça sur le compte de ces légendes d'infamie qu'on répand dans les réseaux sociaux, mais s'il l'a dit effectivement, il devra en répondre devant les cours et tribunaux. Parce que c'est une forfaiture que d'être président de la Commission électorale nationale indépendante, de commettre une telle forfaiture et de venir s'en gargariser devant l'opinion sans avoir à en rendre compte devant la justice. Ça, c'est quelque chose qui dépasserait mon entendement. Donc, je préfère me réserver sur cette question. Si cela est vrai, eh bien, la justice a du travail à faire avec celui qui revendique cette forfaiture. La question suivante avait trait à la prorogation de l'enrôlement qui risque d'aller vers le glissement. Je ne sais pas si le fait de mettre la zone centre de l'enrôlement dans la même position que la zone ouest peut nous amener au glissement. Nous parlons de 10 jours. 10 jours seulement. Je ne sais pas si cela va nous amener au glissement. Mais en admettant que cela nous amène au glissement, je pense qu'il y a des principes dans l'organisation des États qui doivent impérativement être respectés. Et j'en ai cité un. L'égalité de tous les citoyens devant la loi et devant les services publics. Si cela doit
amener au glissement, que cela amène au glissement. Mais nous avons le droit de revendiquer un traitement égalitaire. On a donné 25 jours de prorogation à l'ouest, on doit donner 25 jours de prorogation au centre et on devra donner 25 jours de prorogation à l'est. Voilà comment on traite les citoyens d'un état de droit. C'est tout. On ne peut pas dire que pour éviter le glissement, il faut discriminer les gens du centre, discriminer les gens de l'Est parce qu'il faut éviter le glissement. Non. À ce moment-là, nous aurions la qualité de citoyens que les gens de l'Ouest. Ceux du centre n'auraient plus de droits et ceux de l'Est n'auraient plus les mêmes droits. Non, ça je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ma façon de lire le droit à ce niveau-là. Enfin, la question de Centrale TV pour la création d'un impôt. Pourquoi pas augmenter le budget? Je lui répondrai que nous avons déjà augmenté le budget. Nous sommes passés, je pense, à plus de 15 milliards de dollars. Mais il me semble qu'une guerre comme celle-là, qui va prendre beaucoup de temps, va nécessiter encore beaucoup plus de moyens. Plus de 15 milliards, un peu plus de 10% des 15 milliards pour les forces armées. Ça vous fait peut-être un peu moins de 2 milliards pour les forces armées. Est-ce suffisant pour faire face, non pas à M. Kagame et à son pays, parce que Kagame, j'ai dit que c'est un courtier, mais aux puissances qui sont derrière M. Kagame, qui fournissent des armes, dont on a eu une description assez imagée par Mme Keïta, la responsable de la MONUSCO, et même par le secrétaire général des Nations Unies, qui ont dit qu'il s'agit d'un armement qui est même au-delà de celui de certains États. Donc vous comprenez qu'il y a une forte coalition internationale qui est aujourd'hui en train d'essayer de faire main basse sur notre pays. Il nous appartient de réunir les moyens nécessaires pour faire face à cette coalition. Et si en plus de l'augmentation du budget que nous avons voté dernièrement, il faut un effort spécial, c'est ça que moi je vais demander comme député, avec mon groupe de députés, pour que nous puissions lever un impôt spécial, puisque nous avons affaire à très forte partie. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. On peut envisager les choses sous un double aspect. La partie chinoise peut revenir à la raison telle qu'elle a été interpellée par l'inspection générale des finances et accepter d'exécuter de bonne foi ses engagements avec la République démocratique du Congo. Les chiffres ont été donnés. Et si tel n'est pas le cas, je pense qu'il n'est pas de mauvaise politique de pouvoir revisiter un contrat de cette nature-là qui implique la mise à disposition d'un partenaire extérieur de notre principale ressource économique, c'est-à-dire nos ressources minières. Donc il y a deux alternatives. Soit Pékin accepte d'exécuter de bonne foi les engagements qu'il a pris et qui ont été rappelés lors de cette communication de l'inspection générale des finances, soit il estime que, pour une raison ou une autre, il ne peut pas s'impliquer dans cette exécution et il n'y a pas d'autre alternative que de procéder à la revisitation de ces contrats pour permettre à la République démocratique du Congo d'y trouver son compte. En ce qui concerne le président de la République candidat à sa propre succession, vous demandez que je puisse m'étaler sur son bilan qui pourrait justifier qu'il soit candidat à sa propre succession. J'ai pour habitude de faire chaque chose en son temps. Nous ne sommes pas encore au moment de la campagne électorale.
la candidature du président de la République n'est pas encore quelque chose d'annoncé officiellement au niveau de la commission. Nous ne connaissons pas encore tous les candidats. Il y a des gens qui disent qu'ils seront candidats. On nous donne généralement une période déterminée pour cette campagne électorale. Pour l'instant, le travail que nous sommes en train de faire dans ces opérations préélectorales, c'est le travail d'enrôlement des électeurs. Donc, je serai à côté même de la loi en me livrant à la campagne électorale. Nous ferons une campagne électorale pour notre candidat qui sera le président parce qu'il a le droit de faire 2 mandats, mais lorsque le moment sera venu. Pas maintenant. Pas maintenant. Nous préparons cette campagne et puisque nous reprochons à certains de se livrer à une campagne anticipée, nous n'allons pas nous-mêmes faire ce que nous reprochons aux autres. Nous attendons que ce moment puisse venir. Pour l'instant, il y a du travail encore à faire. Nous n'en sommes pas encore à la campagne électorale qui dure tout un mois. Nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque le moment sera venu. S'agissant de l'union sacrée, c'est un concept que le président de la République avait créé au regard des difficultés qui ont entouré les relations entre la majorité parlementaire de l'époque et la majorité présidentielle qu'il incarnait. Nous avons partagé cette analyse et de plus en plus de gens ont rejoint ce concept de l'union sacrée, c'est-à-dire d'un regroupement de tous les Congolais de bonne volonté autour de la vision politique du président de la République. Faut-il transformer ce concept en une plateforme électorale? Je vous dirais que des réflexions ont déjà commencé. Dans ce sens, il y a de réflexions qui ont commencé, qui n'ont pas encore abouti à une quelconque conclusion. Prenez votre mal en patience, vous serez informés lorsque les conclusions de ces réflexions arriveront à leur terme, vous serez informés de ce qui sera décidé et de la forme que prendra l'union sacrée à ce moment-là, si elle reste ce simple concept de, on va dire, protestation à la mauvaise gestion des relations entre les 2 majorités de l'époque par rapport au nouveau concept auquel vous faites allusion d'une plateforme électorale qui viendra en son temps. On vous l'expliquera peut-être bien avant même qu'on annonce le dépôt des candidatures au mois de juin, mais nous sommes en pleine réflexion et je ne voudrais pas couper l'herbe sous les pieds de mes collègues en vous disant ce que moi personnellement j'en pense, parce qu'il n'est pas impossible que ce que je pense ne soit pas retenu par